C'est connu depuis jeudi dernier. Les 70 sénateurs élus ont été rendus publics par le Conseil constitutionnel lors d'une audience publique. Le compte rendu est fait par Cameroun Tribune, dont sa livraison de jeudi. Le RDPC et le SDF s'adjugent les 70 places qui étaient en compétition. Le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, a donné le verdict. Pour le journal Afrique Info, au rang des acteurs au processus électoral, ça a été un coup de réussite dans la Sanaga maritime qui aura contribué au vote par les conseillers municipaux de la liste du centre. Cet élan a aussi été aidé de la part de la circonscription de Yaoundé selon la tribune de la forêt. Par contre, la Gazette du Noun n'a pas oublié cette demande alors introduite par l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun. Un recours en annulation du processus électoral pour lequel l'UDC a été débouté devant le Conseil constitutionnel. Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel a vidé le contentieux électoral et il a bien fait préciser. The Guardian Post. Ce journal, comme les autres, n'ont cependant pas oublié qu'il y a eu une tentative de coup d'État au Cameroun. L'hebdomadaire Essingang se rappelle de ce 6 avril 1984 en évoquant les noms des dignes survivants. Parmi eux, l'actuel DGCN, Martin Barkangele. Ou au contraire, on fait honte à l'État par le détournement massif des deniers publics. La vitrine profite des dernières arrestations de l'épervier pour en faire le point. Là-dessus, la nouvelle insiste sur le cas Atanganakuna et donne les raisons de sa tentative de fuite. Son détour constate qu'il y a dans notre administration un peu trop de postes vacants. Il faudra compter sans cet homme qui fait la une de mutation. L'homme déjà en tôle avait pris l'habitude de violer 2 fillettes. Paradoxalement, au poste vacant, voici des tests toujours en fonction alors qu'il leur est interdit de sortie du pays, selon le quotidien Émergence. La santé préoccupe le quotidien L'Épervier lorsqu'il s'intéresse à ce syndicat nommé Cap Santé qui ambitionne de paralyser l'hôpital central de Yaoundé qui pourtant se porte bien. Sujet de sport enfin, avec l'investigation qui fait savoir que le président du comité de normalisation de la FECAFOOT a déjà pris sur lui de se séparer de la marque Puma. Voilà, merci. Retour sur ce plateau. Toutes nos excuses à nos téléspectateurs, nombreux téléspectateurs qui ont été sévrés durant quelques minutes pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté. Raisons techniques, nous osons croire que d'ici à là, nos techniciens maîtrisent âprement la technique pour que nous puissions amener cette émission à son terme. On ose espérer qu'on pourra, pendant 1h15 minutes, aborder les 2 thématiques à l'ordre du jour. On a fait connaissance, peut-être très rapidement. Cabral Libi est là avec Monsieur Bedima, Monsieur Georges-Alain Boyomo, le professeur Claude Abbé et le professeur également Claude Assira. Un Claude peut en cacher un autre, donc les 5 panélistes. On commence avec la première thématique consacrée au sénatorial, une espèce de bilan. On se souvient cette semaine, le RDPC a raflé quasiment la totalité avec 63 sénateurs, 7 sénateurs pour le SDF. Eh bien, comme vous le savez, la loi prévoit donc que le chef de l'État puisse nommer 30 autres sénateurs. Quel sera le profil de ces 30 autres sénateurs? On va essayer de ensemble déblayer pour voir les 30 autres sénateurs que le chef de l'État aura à nommer. On commence par vous, Cabral Libi. 63 sénateurs pour le RDPC, 7 pour le SDF. Cela vous a surpris? Non, cela ne peut surprendre que ceux qui vivent hors du Cameroun. Il faut peut-être rappeler qui est votant au sénatorial. Les électeurs, lors des élections sénatoriales, sont eux-mêmes des élus, c'est-à-dire des personnes qui exercent déjà des fonctions politiques électives. Ce sont des conseillers municipaux. Et actuellement au Cameroun, je crois qu'il y a environ 10 600 conseillers municipaux.
je peux me tromper sur une centaine ou une deuxième. Et puis 8 000 sur les 10 000 et quelques centaines sont déjà élus RDPC. 8 000 sur 11 000. Si vous voulez, pour avoir des chiffres ronds, 11 000. Si vous avez donc 8 000 personnes qui exercent déjà des fonctions électives, des fonctions politiques électives, donc sont soumis aux directives d'un parti politique, et Dieu sait que le RDPC, c'est un parti où on rappelle, pour du peu que je peux suivre de temps en temps, le respect de la discipline du parti. Tous ceux qui s'en écartent subissent généralement de contentieux internes. Et quelqu'un qui m'est plus ou moins proche, le professeur Messanga Yamding, en a été, il me semble, lors des dernières années, quelqu'un qui a beaucoup comparu devant ces instances de jugement interne, parce qu'il s'était écarté de la discipline du parti. Donc, effectivement, lorsque vous avez 8 000 sur les 10 600 qui sont déjà pour un parti, que ce soit l'UPC, l'UNDP ou je ne sais, STF, que le cadrage aurait été exactement le même et qu'on se serait attendu à peu près au même résultat. Ce d'autant que nous sommes dans une année extraordinairement électorale, c'est-à-dire que les sénatoriales se tiennent avant les législatives, les municipales et la présidentielle, et que les mêmes personnes qui sont allées voter sont en attente, pour la grande majorité d'entre elles, de recevoir l'investiture du parti pour concourir à nouveau et espérer être élus et garder leur position. Il s'agit là d'un, j'ai envie de dire, d'une position, pour ne pas faire polémique, mais c'est quand même une disposition mentale, politique qui est telle que l'issue est peu imprévisible. Donc, fort de cela, c'est pour ça que moi j'avais dit depuis le début qu'à partir du moment où on avait fait... Maintenant, on peut entrer dans le débat de fond, parce qu'en réalité, on aurait pu rendre le jeu beaucoup plus intéressant si l'ensemble du collège électoral constitutionnellement et légalement prévu avait été constitué. Parce qu'en réalité, pour élire les sénateurs, il ne faut pas seulement les conseillers municipaux, il faut les conseillers régionaux. Eux aussi, c'est ce qui est prévu par la Constitution et par la loi. Et rien n'interdisait qu'on règle ce manquement qui existe depuis 2013. Parce qu'en réalité, quand vous lisez, le Sénat représente quoi? Article 14 de la Constitution. Les collectivités territoriales... non, ça c'est pas l'article 14, l'article 20. Les collectivités territoriales décentralisées. Au Cameroun, quelles sont les collectivités territoriales décentralisées que nous connaissons? Nous les connaissons très bien. Il y a les communes, il y a les conseils départementaux et les conseils régionaux. Ce sont donc ces différentes instances qui sont représentées au Parlement, théoriquement, par les sénateurs. Donc, si on veut affecter un minimum de légitimité à ce Sénat-là, on s'assure déjà que le collège électoral prévu par la loi fondamentale est constitué. Mais on a escamoté cela, et puis on s'est contenté de faire participer les conseillers municipaux. Du coup, il n'y a pas de surprise à en attendre. Maintenant, on va entrer, si vous le voulez, par la suite dans un débat de fond qui, de mon point de vue, est beaucoup plus intéressant, plus que l'écume des... Alors, Maître Claude Assira, est-ce que les différentes parties prenantes à ce processus électoral et les CAM, le Conseil constitutionnel, selon vous, ont joué véritablement leur rôle? Vous savez, moi j'ai beaucoup de mal à parler du Sénat parce que mon opinion personnelle concernant cette institution est radicale. Je considère que c'est une anomalie institutionnelle. Je ne vois pas personnellement à quoi sert le Sénat depuis qu'il a été mis en place. Il n'a pas amélioré l'élaboration de la loi, il n'a pas amélioré le contrôle du gouvernement, comme ça doit être normalement la fonction du Parlement. Et je pense que les dérives qu'on a pu décrire tout à l'heure dans nos propos introductifs peuvent en être le témoignage, parce que si tel avait été le cas, il n'y aurait pas autant de personnes sur les listes d'éperviers. Je pense qu'outre le Sénat, il doit y avoir naturellement une autre série de décisions à prendre dans ce sens, les déplacements fastuaires du président de la République, le nombre de membres du gouvernement, la question des acquisitions
relativement importante et inutile sur le budget de l'État, les grosses voitures et tout le reste. Voilà, je pense que toutes ces choses-là, si on avait fait l'économie de ces postes de dépenses, n'auraient pu que nous rendre service. Quant au Sénat, non seulement il n'apporte pas, il n'y a pas un apport institutionnel qualitatif sur l'élaboration depuis qu'il est là, mais au contraire, et ça c'est certain, une institution budgétivore. Donc, de mon point de vue, le Sénat, la présence du Sénat ne se justifie pas. Je voulais juste terminer, même si comparaison n'est pas raison, en vous disant que dans d'autres pays qui ont à peu près la même structure historique, sociologique, politique, le Sénégal, la question du Sénat s'est posée dans les mêmes termes, et je me demande aujourd'hui si il ne faudrait pas en rester avec une institution seule qui nous permette aujourd'hui d'économiser de l'argent à des moments où on va en avoir besoin. Mais pour le reste, franchement, le jeu des acteurs, Cabral l'a dit tout à l'heure, ne me semblait pas être soumis à quelques difficultés que ce soit, s'agissant d'une élection qui reste somme toute relativement maîtrisée, non seulement au nombre des personnes du corps électoral, les personnes qui sont appelées à voter, mais également au nombre des enjeux, des mécanismes qui auraient pu éventuellement se mettre en place. Les contentieux n'ont pas été importants, de sorte qu'en réalité, ça a été simplement une validation d'un statu quo. Alors, Monsieur Bissot, le RDPC peut se gargariser, bomber le torse d'avoir 63 sénateurs, 7 pour le SDF. Alors, vous êtes content au RDPC d'avoir des chiffres pareils? Je voulais quand même dire à M. Assira qu'il ne faut pas mépriser les électeurs. Les gens qui ont voté, les conseillers municipaux, les hommes et les femmes, ont la réalité du terrain. Ils sont là tout au moins au quotidien. Moi, j'ai vu les sénateurs fonctionner. Moi, j'ai vu les sénateurs de la Mafouafamba venir rendre compte. Et lorsqu'il fallait justement passer au niveau des élections, c'était un débat, des débats populaires. Et j'avoue que nous avions parfois du mal à faire entendre à certains de nos conseillers d'aller voter totalement. Parce que, excusez-moi, parce qu'au sein du RDPC, il peut y avoir une discipline du parti. Mais il y a un débat qui est très fort à l'intérieur de notre parti. Les mécanismes démocratiques s'expriment valablement. Alors moi je voudrais dire, je ne peux pas m'interroger aujourd'hui si le Sénat est utile ou pas, dès lors que c'est prévu par la Constitution. Aujourd'hui, il me parlait de M. Cabral, le petit frère que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Il nous parlait... candidat aux élections présidentielles. Il est candidat aux élections présidentielles. Vous savez, nous acceptons tous les candidats. Nous allons débattre. Oui, nous allons débattre. Alors, il disait que si il y avait eu des conseillers régionaux, peut-être on aurait à ce moment-là pu compléter le plateau. Mais après, je rappelle à M. Cabral que lorsqu'il y aura ces conseillers, M. Assira va encore dire que ce sont des postes de dépenses qui ne servent à rien. Mais en fait, on n'est pas là pour revoir la Constitution, parce que la Constitution est là. La Constitution a prévu des mécanismes, la Constitution a prévu le Sénat. Et lorsque le chef de l'État a mis en place ce Sénat, je crois que tous les Camerounais étaient contents. Aujourd'hui, nous avons le Conseil constitutionnel. Quel est le problème? Quel est l'impact? Est-ce que le RDPC est content? Je dis oui, parce que les gens nous ont fait confiance. Nous avons fait, nous ne sommes pas restés comme ça, on a fait des campagnes. Mais maintenant, l'importance de l'affaire, et ce dont moi je suis très content, c'est de savoir que le président Paul Biya est un homme humaniste. Il a même fait des cadeaux à certains partis politiques, comme aujourd'hui nous attendons à ce qu'il fasse encore des cadeaux, il va le faire. Parce qu'il veut bien que tout le monde participe dans ce jeu démocratique. Sur les 30. Sur les 30, il va le faire. Il va faire les cadeaux, il va faire appeler ses alliés, etc. Parce qu'il veut que tout le monde participe au débat. Oui. Mais souvenez-vous, Aladamawa, lorsqu'il a fait ce cadeau au SDF, vous êtes sûr que qu'est-ce que le SDF a commencé à dire? A commencé à dire que non, ils sont très forts, ils ont gagné les élections. Mais lorsque nous sommes partis dernièrement au vote, le SDF n'a eu que 10 conseillers qui ont voté son parti. Imaginez-vous pour les gens qui avaient 7 sénateurs. dont les sénateurs, un sénateur n'a même pas pu convaincre ne serait-ce que 2 conseillers sur un ensemble de près de 500 conseillers municipaux. C'est dire que certains sénateurs n'ont pas fait leur travail, monsieur Bouba. Il faut voir le taux de renouvellement qui est à peu près de 41%, même au sein du RDPC. Il y a eu des changements, il y a eu des bouleversements. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond. Alors, mais je peux dire aujourd'hui que c'est un sondage
par rapport à ce qui nous attend, que ce soit au niveau des élections présidentielles, des élections législatives et municipales. Là, le RDPC est à 81,13% sur l'ensemble du territoire. Je ne sais pas si ça ne va pas être plus ou moins le même score à ce qui concerne les élections présidentielles. Alors, professeur Claude Abbé, on sait que ces élections se sont tenues dans la partie nord-ouest et sud-ouest, un contexte particulièrement difficile, mais le SDF s'en sort quand même avec 7 sénateurs dans le nord-ouest. Comment vous appréciez cela? C'était, de mon point de vue, l'enjeu de ces élections. C'était l'enjeu et cela n'a pas été démenti. Mais avant peut-être de le dire, permettez-moi de faire une digression qui n'est pas vraiment une digression. Quand j'écoute M. Bidima, j'ai une impression qu'on se trouve à Mars et que c'est pas très loin de Neptune et que c'est pas vraiment le Cameroun. Parce que quand ça arrange certains électeurs du parti au pouvoir, la Constitution ne se discute pas. Quand ça ne les arrange pas, la Constitution n'est pas inscrite sur du marbre, comme en 2008. Et ça, je dis, c'est pas de nature à faire évoluer les choses dans notre pays. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Claude Assira. Moi aussi, j'en reste encore à me poser la question de la pertinence de l'existence du Sénat au Cameroun. Parce que, de mon point de vue, même la navette parlementaire qui aurait pu aider d'une certaine manière, on a plutôt vu que ça a créé davantage de problèmes au niveau du protocole de l'État et tout le reste et tout. Ça a davantage créé de problèmes que ça nous a fait véritablement évoluer au niveau de l'ingénierie, de l'ingénierie législative en fait. Et donc de mon point de vue, c'est tout à fait gênant. Il faut toujours, de mon point de vue, se poser des questions sur le chemin qui a été parcouru, si c'est bon ou non. Et de mon point de vue, le Cameroun se trouve aujourd'hui au niveau où il doit pouvoir faire un certain nombre de choix. Et il me semble que le débat sur la pertinence de l'existence, sur l'opportunité de l'existence du Sénat n'est pas un débat sur lequel il faut botter en touche. C'est manquer de respect justement aux Camerounais en retour que d'empêcher qu'ils puissent vous dire que ce que vous avez fait comme offre institutionnelle n'est pas de nature à résoudre les problèmes de ce que nous attendons. Sauf à nous mettre, nous autres, qui sommes également des citoyens camerounais, comme étant des gens à part, qui n'ont pas droit au chapitre. Il ne faut pas nous manquer de respect. Et de ce point de vue-là, je vous le dis. Maintenant, pour ce qui est de la partie dite d'expression anglaise au niveau du Cameroun, de mon point de vue, c'est même de ce côté-là qu'il faut aller voir véritablement tout l'enjeu et le sens, la portée politique de cette élection. On a très souvent coutume de gloser au sein du RDPC sur la discipline du parti, mais la discipline du parti a été mise à rude épreuve de ce côté-là. Parce que si vous prenez sur le plan arithmétique, vous vous rendrez compte qu'avant l'élection, le RDPC était donné gagnant. Parce que ayant un nombre d'électeurs supérieur à celui des conseillers municipaux SIF. Mais et c'est là où on se rend compte. Il me semble que dans le nord-ouest, les électeurs ont pris sur eux d'envoyer un message aux gouvernants camerounais en leur disant, écoutez, ce qui se déroule ici, si vous nous voyez, nous ne parlons pas, en réalité, nous ne sommes pas d'avis avec vous. C'est comme cela qu'il faut comprendre, de mon point de vue, ce qui a eu lieu dans le nord-ouest. Et il faut pouvoir, de mon point de vue, en tirer un certain nombre de conséquences et se dire, le fusil par lequel nous essayons d'attraper cette bête, c'est un fusil qui ne donne pas les résultats escomptés. Il vaut mieux peut-être changer de pied de danse pour arriver véritablement à adresser la question de la gouvernance des identités et de notre vivre ensemble au niveau du Cameroun, en prenant en compte une autre manière de solutionner les revendications qui sont portées par ces frères qui, de l'autre côté, malheureusement, sont en difficulté. Le dire ne signifie pas que
le pauvre individu que je suis est d'accord avec les sécessionnistes. Il y a un certain nombre de Camerounais qui, de ce côté-là, posent un problème de mal-être dans le vivre ensemble tel qu'il est proposé aujourd'hui. Et il faut, de mon point de vue, adresser cette question avec le maximum de sérieux en prenant soin de distinguer ces Camerounais qui veulent vivre en tant que Camerounais à l'intérieur du Cameroun, mais de manière en tenant compte de leurs spécificités socio-culturelles nées malheureusement de l'histoire de la colonisation. Et les distinguer d'avec les sécessionnistes avec lesquels nous ne pouvons en aucune manière être d'avis. Georges-Alain Bouillemont, avec la configuration actuelle, 63 sénateurs pour le RDPC, 7 pour le SDF, cela est incontestable. Le SDF n'aura pas un groupe parlementaire. Vu sur cet angle, est-ce que ce sera pas, je parle bien de la configuration actuelle, si jamais Papa Généreux n'ajoute pas 2 ou 3 places cadeaux à certaines formations politiques, est-ce que ce ne sera pas un recul pour la démocratie? Bon, de ce point de vue-là, on peut dire effectivement qu'il s'agit d'un recul parce que le RDPC n'était pas le seul parti lors de la première législature à avoir un groupe parlementaire, le SDF en avait également. Et je doute fort que les choses puissent changer, que le rapport de force puisse changer après la nomination des 30, parce qu'à ma connaissance, le SDF n'a jamais accepté de décret du chef de l'État. La preuve, c'est que officiellement, aucun militant du SDF n'a jamais siégé au sein du gouvernement. Donc ce serait une évolution et même, je dirais, une révolution si le SDF en arrivait à accepter une nomination d'un de ses membres, d'un de ses sociétaires au sein du Sénat. Ce serait une révolution. Il y a peut-être souvent eu des arrangements plus ou moins avérés, comme ce que M. Bidima signale du côté de la Damao, mais ça reste à prouver. Ça reste à prouver. Je pense quand même qu'il y avait eu un certain nombre de dysfonctionnements qui ont entraîné la victoire du SDF. Maintenant, je pense que la principale leçon réside dans la victoire, puisqu'il s'agit d'elle, du SDF dans le nord-ouest. Pour un parti comme le RDPC qui développe une addiction pour le 100%, je peux vous dire que ça fait très mal au sein de ce parti, qui partait avec toutes les faveurs des pronostics, puisque le collège électoral lui était largement acquis. Et donc, il y a eu cette surprise-là qui peut, à mon sens, faire produire un choc psychologique et même un électrochoc par rapport à ce qui est considéré au sein du parti gouvernant comme une espèce de mythe d'invincibilité. Et il faut bien dire que là, nous sommes dans un nouveau cycle électoral où les choses peuvent se tenir. Les sénatoriales, c'était un peu le tour de chauffe. Rien ne nous dit que demain, ce n'est pas le Sud-Ouest qui va envoyer ce type de signal. Peut-être à l'occasion de la présidentielle, peut-être à l'occasion des législatives au parti gouvernant. Donc il faut prendre ça très au sérieux. Le RDPC a certainement des cadres pour mieux analyser cette défaite-là. Je pense également, et là c'est un bon point pour la démocratie, le Conseil constitutionnel qui a été mis sur pied a fonctionné, avec peut-être pas de manière parfaite, mais au moins on a vu un Conseil constitutionnel où des gens venaient, argument contre argument, défendre un certain nombre de positions. Naturellement, le contentieux pré-électoral et post-électoral ne peut pas être aussi volumineux que pour une élection comme l'élection présidentielle. Et donc, à ce niveau-là, c'est une évolution. Et puis, je note également que, au-delà du non-respect de la discipline du parti dans le Nord-Ouest, dans d'autres régions du pays, on a vu des députés, des sénateurs, des conseillers UNDP voter pour le FSNC, c'est quand même inédit. Et on a également vu autre chose, c'est que il y a quand même un parti qui, de manière tout à fait étonnante, a présenté des listes sur tout le territoire, comme le RDP, c'est l'UNDP. Quel était le calcul? Est-ce que le calcul, c'est pas déjà par rapport à ces 30? Parce que les signaux de légitimité, alors les signaux de quadrillage ou de maillage du territoire, certainement, l'UNDP essayait d'envoyer ce signal à celui qui nomme pour dire que, bon, dans les nominations des 30, il ne faut pas nous oublier. Donc, je crois qu'il faut lire cela sous ce prisme-là. Cabral, quand on regarde, tout est presque plié pour les 70 places. On connaît 63 pour le RDPC et 7 pour le SDF. L'enjeu réside maintenant au niveau des 30. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Rien. Ni maintenant, ni après, si c'est toujours le président Biya, il est même. Et pourquoi?
ça remet donc au goût du jour la question de l'opportunité, de l'utilité, non pas seulement du Sénat d'ailleurs, mais de l'institution parlementaire. Parce que là, on parle du Sénat, parce qu'on vient de sortir des élections du Sénat, mais le jour où il y aura élection des députés, on parlera des élections des députés. L'article 14 de la Constitution assigne à notre Parlement une double fonction. Voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Les lois sont votées, d'accord. D'ailleurs, c'est une machine, dit-on, à voter. Mais quelle loi? C'est généralement les projets de loi. Je ne me souviens pas que dans l'histoire de notre Parlement, une proposition de loi, parce qu'il faut expliquer que selon que ça émane du pouvoir, ça s'appelle projet, selon que ça émane des parlementaires eux-mêmes, ça s'appelle proposition. Il ne me souvient pas qu'une proposition ait jamais été votée. Du coup, c'est vraiment une chambre d'enregistrement, vue sous ce prisme-là. C'est-à-dire, ils sont dans l'attente. Lorsque le président Biya a dit « votez à gauche », il vote à gauche. « Votez à droite », il vote à droite. Que ça s'appelle Sénat, que ça s'appelle Assemblée nationale, c'est à peu près la même chose. On se serait attendu, vous avez parlé de navette, prof, que l'avènement du Sénat changea un peu cela. Mais la Constitution encore, quand vous allez la lire, à partir de l'article 29, je crois bien, où on vous parle des rapports entre l'exécutif et le Parlement, vous voyez bien qu'à aucun moment le Sénat n'a le dernier mot. C'est-à-dire que même dans l'hypothèse... L'Assemblée nationale peut d'ailleurs passer outre les remarques venues du Sénat pour envoyer ça vers... Là, c'est même le cas de l'amendement. Oui. Parce qu'en cas d'amendement d'un texte par le Sénat, à la majorité absolue, c'est même simple. L'Assemblée nationale peut en tenir compte ou pas. Oui. Mais même en cas de rejet d'un texte voté à l'Assemblée par le Sénat, ce texte peut toujours passer, c'est-à-dire que le président de la République peut mettre des commissions et tout ça. Bon, camarade, vous essayez de démontrer que le Sénat ne sert à rien, c'est ça? En réalité, je suis en train de vous dire que l'institution parlementaire, globalement, ne joue pas son rôle. Et, s'il vous plaît, permettez-moi de bien expliquer, parce que, revenons même à l'Assemblée nationale, parlons du contrôle de l'action gouvernementale. Bon, on a deux types de contrôle. Le contrôle par la demande de l'information, le contrôle par l'investigation, c'est-à-dire les commissions d'enquête. Ça se limite ici aux questions orales et écrites. Et vous savez très bien qu'un ministre peut refuser de répondre au nom de l'ordre public. Il dit que c'est secret d'État. Secret d'État, il ne répond pas. Et ça a souvent été le cas. Du côté des enquêtes parlementaires, il me semble qu'il y en a eu une il y a beaucoup d'années. Simplement parce que pour faire une enquête, il faut une résolution. Et comme l'adoption d'une résolution est comme l'adoption d'une loi, d'un point de vue méthodique, il n'y a jamais eu. Du coup, est-ce que vous savez que le 26 mars 2015, M. Kavaïege Djibril avait installé les rapporteurs spéciaux qui, selon l'article 69 de la loi de 2007 supportant le régime financier de l'État, sont chargés de veiller sur l'usage des fonds publics. Ils ont même un pouvoir étendu de contrôle sur place, contrôle sur pièce, en marge des commissions d'enquête. M. Koualuk, ce même jour, d'ailleurs, Cameroun Tribune avait titré, si mes souvenirs sont bons, chose inédite et historique. M. Koualuk, honorable, avait d'ailleurs été installé ce jour comme contrôleur général des recettes, quelque chose comme ça. Avez-vous encore entendu parler de ces gens? Non. Là, je vous parle de l'Assemblée et pas du Sénat. Mais revenons au Sénat et je vais sortir rapidement. Je pense avec le professeur Abbé et même le professeur Assira que factuellement, tel que nous voyons, le Sénat ne sert à rien. Si ce n'est à nous gruger 15 milliards tous les ans depuis qu'ils sont là, parce que c'est leur budget. Ça ne sert à rien. Mais, est-ce parce que le président Biya a mal utilisé le Sénat qu'en soi, le Sénat est une mauvaise chose? Parce que, sachant bien qu'après, peut-être dans 8 mois, là, on aura un autre président. Faudra-t-il, parce que le président Biya l'avait mal utilisé, le faire disparaître? On pourrait réfléchir. Moi, je pense que même dans ce cas-là, on devrait. Parce que fait le Sénat, finalement? Il représente les collectivités territoriales décentralisées. Ça, c'est l'approche mimétique avec la France. Parce qu'aux États-Unis, le Sénat représente les États. En Angleterre, c'est les lords et représente l'aristocratie. Mais est-ce qu'un député, en plus de voter les lois, en plus de contrôler, ne peut pas représenter les collectivités territoriales décentralisées? Moi, je pense que si. Je pense, toutefois, qu'en lieu et place du Sénat actuel, on devrait préserver l'esprit du Sénat. Parce que Sénat, étymologiquement, veut dire vieux. En fait, c'est la chambre des anciens. Et il me semble que dans le contexte camerounais, créer une chambre consultative des anciens, ce n'est pas une mauvaise chose. Et en ce moment-là, on pourrait s'appuyer sur les chefferies traditionnelles. Actuellement, il y en a environ 862 de deuxième degré, 80 de premier degré, plus de 1000 de troisième degré.
On pourrait très bien aujourd'hui se dire, et le mettre dans la Constitution, on crée une chambre consultative des anciens. Bon, moi je le dis parce que nous venons avec une bourrasque très jeune. Et il faut bien qu'il y ait des personnes qui veillent à ce que la borne identitaire placée par les anciens n'est pas déplacée. Et on a besoin des vieux patriarches, des gens qui ont été des vieux chefs, des Mbombo, pour prendre le cas des Bassa, des sultans, des Lamibé, et même des personnalités de la société civile qui, par leur œuvre dans la société, ont acquis une certaine maturité patriarcale. Il me semble que, et ça c'est plus en adéquation avec la culture africaine, plutôt que l'approche mimétique avec le Sénat français de représentation des collectivités territoriales décentralisées, dont, du reste, on n'a pas forcément besoin. Professeur Claude Assira, sur les 30 dont le président doit statuer, est-ce que pour vous, il s'agit là d'un partage de gâteau? Il va falloir peut-être inviter tout le monde à la table pour que chacun puisse avoir sa part du gâteau? Je pense que vous auriez peut-être mieux fait de vous interroger, M. Bidima, sur la question, parce que la compréhension de l'action présidentielle échappe au commun des mortels. En tout cas, moi, je n'ai pas toujours compris toute la logique des choses. Théoriquement, on aurait pu s'imaginer que dans un acte républicain, déjà, je trouve que 30%, c'est-à-dire le tiers d'une assemblée qui est censée être contrôlée, mis à part l'ensemble des tares consubstantielles qui viennent d'être décrites très brillamment par Cabral, il n'y a que, ça nous paraît à personne comme étant une anomalie, que le président de la République, qui est en même temps le chef d'un parti, mais aussi le chef des institutions, puisse avoir pour lui seul la possibilité de désigner le tiers d'une assemblée qui est censée être son correspondant. Je trouve ça ahurissant. Qu'il puisse avoir une prérogative qui lui permet de désigner 5 personnes, je veux bien, mais 30 personnes. C'est énorme. Donc, si on avait été dans l'élégance de choses qu'on peut comprendre éventuellement, l'élégance républicaine, on aurait pu se dire, essayons peut-être d'utiliser ce pouvoir pour permettre à d'autres personnes qui n'ont pas la possibilité de nous parler à nous tous les jours, d'avoir ce cénacle-là, ce réceptacle nous permettant effectivement d'écouter l'autre. Donc on aurait pu s'imaginer que le président de la République, dans un acte républicain fort, décida que les 30 places qui lui sont acquises à lui, là ce serait une chance, et bien qu'il puisse désigner uniquement des sénateurs, des parlementaires de l'opposition, prise un peu partout, l'opposition, voilà. C'est comme ça que moi j'aurais vu la chose. Mais encore une fois, malheureusement, j'ai souvent fondé tellement d'espoir dans les décisions à venir, espérées. Parfois, le président lui-même, dans son propre discours, nous annonce des choses qui sont tellement belles. Il faut faire venir des jeunes, il faut faire venir la diaspora, il faut intégrer des femmes, etc. Il faut lutter. Mais à la fin, malheureusement, au moment de décider, c'est pas ça. Presque toujours un peu déçu. Donc, c'est difficile, de mon point de vue, dans les conditions qui sont les miennes, de pouvoir me projeter sur ce que pourrait être la décision du chef de l'État dans quelques jours pour pouvoir désigner les 30 personnes. Alors, Monsieur Bidima, à entendre parler les uns et les autres, notamment Georges-Alain Boyomon, sur la question du groupe parlementaire SDF, et le sort du SDF va dépendre de la magnanimité, on va dire ici, du chef de l'État, attribuer quelques sénateurs au SDF, et Georges-Alain le disait si bien, le SDF a toujours refusé des décrets. Est-ce qu'on s'attend, on s'achemine vers un Sénat où le RDPC sera le seul qui puisse avoir un groupe parlementaire, ou alors votre champion, le chef de l'État, va essayer de redistribuer les cartes? Avant de répondre à votre question, je voulais quand même relever quelque chose. Je crois que le problème aujourd'hui n'est pas de refaire le Sénat, parce que j'ai écouté mon petit frère brillamment, c'est pour cela que je dis de temps en temps, je parle. Il y a de la condescendance dans cette relation de petit frère que je ne peux pas. Le problème n'est pas de refaire le Sénat. Le Sénat est là, il existe, il est constant. Alors, je reviens à M. Boyomo de dire non. Peut-être nous n'avons pas, vous n'avez pas la mémoire courte. Souvenez-vous, il y a un membre du Conseil constitutionnel. De l'aîné. Petit frère Bouillard, voilà. C'est ça. Non, je dis, je suis je le respecte. Ce n'est pas. Alors, mais je reviens en disant que non, vous avez la mémoire courte. Pourquoi? Parce qu'il y a un membre du SDF qui siège au Conseil constitutionnel. Attendez. Un ancien membre. Attendez. Alors, et je veux vous dire, vous avez dit quelque chose qui n'est pas vrai. Le SDF ne pouvait pas gagner les élections, ni à la Damawa, ni à l'Ouest.
À l'Adamawa, et la preuve est là, en 2013. À l'Adamawa, aujourd'hui, ils n'ont eu que 10 conseillers municipaux. Le RDPC a raflé. À l'Ouest, aujourd'hui, ils ont eu à peine 42 conseillers municipaux. Une fois de plus. C'est ça la question. Écoutez, je reviens à dire que non. Aujourd'hui, on ne refait pas la Constitution. Comment ça va se passer concrètement? Ce qui va se passer, les 30. Comment est-ce que votre champion va gérer les 30 places? Le président Paul Biya, il faut déjà voir comment il gère ce pays. Le président Paul Biya veut que tout le monde entre. Je vous écoute. Le président Paul Biya a besoin de toutes les énergies. Quand vous parlez des femmes, oui, je veux vous dire, il y a eu une augmentation de près de 23% des femmes au sein même du RDPC. Elles sont passées de 17 à 20 femmes. Aussi le total de 21 femmes sénatrices aujourd'hui. Il y a eu les jeunes qui sont entrés. Non, il a besoin de tout le monde. La preuve est que au dernier Sénat, le président Paul Biya a fait des nominations. Il a appelé les autres partis. Mais l'objectif du RDPC ne saurait être à tout prix que le SIF ait un groupe parlementaire. Mais non, il n'y a pas un seul parti. D'ailleurs, il y a eu 9 partis politiques qui sont entrés en liste. L'objectif du président Paul Biya, c'est que tout le monde participe à la construction de notre pays. Pour ce moi, je veux vous dire, moi, je vous trouvais brillant. À un moment donné, j'ai dit, s'il faut travailler pour le bien du public, pour l'amélioration des conditions de vie, et que le président Paul Biya vous proposait à ce que vous soyez sénateur, n'hésitez pas, parce que c'est à l'intérieur qu'on peut changer les choses. C'est à l'intérieur qu'on changerait les choses. Le RDPC ne veut pas tout accaparer. La preuve est que aujourd'hui, que ce soit au niveau du gouvernement, il y a les partis d'opposition. Nous avons des alliés. Donc, on ne saurait pas dire que les craintes seront du RDPC. Mais cependant, la Constitution le prévoit. Le président Paul Biya a le dernier mot. Mais je crois, comment je le vois fonctionner, il va appeler tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à des enjeux multiples, face à des enjeux qui appellent la participation de toutes les énergies, de tout le monde. Le Cameroun, aujourd'hui, on va parler à des problèmes sécuritaires, que ce soit au nord-ouest, sud-ouest. Et je voulais revenir. Lorsque vous parlez, excusez-moi, oui, allez-y. Parce que lorsque vous avez parlé qu'il y a eu un message au nord-ouest, il n'y a pas eu de message. Ça veut dire que la démocratie a fonctionné au nord-ouest. Si alors d'aventure, le RDPC a perdu au nord-ouest, le RDPC donc aurait pu perdre partout. Mais vous abstenez de parler du sud-ouest. Au sud-ouest, qu'est-ce qu'il y a eu? Le RDPC a eu plus de 70% aussi là-bas, de ce côté. Ça veut dire que les mécanismes démocratiques fonctionnent. Alors, moi, je voulais dire, le président Paul Biya, je le connais. Moi, je le connais, c'est mon président national. Je l'ai vu fonctionner. Il va appeler toutes les énergies. Et il ne faut pas dire qu'au jour d'aujourd'hui, si le président Paul Biya vous appelle, par exemple, je vous dis, comme je peux dire même à M. Cabral, à votre petit frère, que j'aime bien, M. Cabral, que cela ne soit pas anodin. Pourquoi, M. Cabral, tout le travail que vous faites, est-ce que vous le faites pour vous-même? Aujourd'hui, vous êtes tous là, nous sommes des leaders d'opposition. Le travail que nous faisons, c'est pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Vous êtes leader d'opposition aussi? Non, je ne le suis pas. C'est le président Paul Biya qui est leader dans mon parti. C'est le président Paul Biya. Moi, je ne suis qu'un militant. Mais je peux donner un point de vue intellectuel, bien entendu. Alors, tout ce que nous faisons, tout ce que le président Paul Biya a fait depuis son accession à la magistrature suprême, c'est de rassembler le Cameroun, les Camerounais, pour qu'il y ait un effort qui nous amène avec la croisée de toutes les énergies pour que ce pays, les conditions de vie se voient améliorées. Et ça, c'est très important. Jean-Jacques, vous ne semblez pas du tout partager le point de vue de M. Bidima. Deux précisions par rapport à la nomination du SDF au sein du Conseil. Il faut bien dire que c'est un ancien membre, comme M. Paul Nkui, qui a siégé au niveau du gouvernement fantôme du SDF. Donc, vraiment, sur cela, il n'y a pas d'ambiguïté. L'autre chose, dit qu'il n'y a pas de message à travers la défaite du RDPC dans le Nord-Ouest. Je pense que là, effectivement, c'est fait preuve de courte vue. J'ai suivi le ministre Oona, qui est secrétaire général adjoint du comité central du RDPC depuis un certain nombre d'années. Il a clairement dit que le RDPC va tirer les conséquences de cette défaite. Et je trouve cela plus visionnaire. Maintenant, je voudrais quand même dire quelque chose sur le Sénat, sur l'utilité du Sénat. Il faut bien se dire qu'en dehors du contrôle de l'action gouvernementale et du vote des lois, il y a une disposition qui concerne la suppléance à la présidence de la République. Et je pense que c'est davantage sur ce levier-là. Parce que le Sénat et le Conseil constitutionnel sont des organes de transition. Je pense qu'en l'état actuel de la configuration du Sénat, c'est davantage cette disposition qui prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la République, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Je pense que c'est davantage en ça que le Sénat peut éventuellement être utile. Même si on sait que
ça ne va pas se passer aussi facilement, connaissant la conjoncture politique au Cameroun. Maintenant, je pense également, il faut le dire clairement, on peut parler du Sénat comme du gouvernement dans un régime hyper présidentialiste. Qu'attendez-vous du Sénat? Qu'attendez-vous de l'Assemblée nationale? Tout est confisqué par un individu qui dicte parfois ses pensées, ses états d'âme, parfois à ses chambres. Je suis pas d'accord. Il faut le dire clairement. Donc, on peut dire la même chose du Premier ministre, on peut dire la même chose du Conseil économique et social, on peut dire la même chose, je ne sais pas de quelle institution au Cameroun. Au Cameroun, il y a une seule institution, on peut dire la même chose, surtout, je n'ai pas sur le contrôle de Maître Assira, on peut dire la même chose du pouvoir judiciaire. On voit comment ça se passe pour l'opération Intervier. On voit clairement, souvent écrit, le président de la République demande que tel soit arrêté. On l'a souvent vu. Donc, moi, je pense qu'on doit élargir le débat, on ne doit pas rester cantonné sur le Sénat. C'est un problème de système. Et à la tête de ce système, il y a une espèce d'hégémon. Je ne vais pas dire de gourou, mais il y a au moins un hégémon, quelqu'un qui il faut être poli vis-à-vis du chef de l'État et des institutions de ce pays. Il ne dicte pas, ce n'est pas un dictateur. Ce n'est pas un dictateur, monsieur Bouba. Vous décrivez une philosophie qui ne colle pas à la personne. C'est ce que vous voulez dire. Ce n'est pas vrai. Ok, en tout cas, professeur Claude Abbé, sur les 30 nommés, est-ce qu'on va s'attendre à des surprises, surtout quand on sait qu'il y a des enjeux, de part et d'autre, il y a beaucoup de chefs traditionnels qui attendent d'être nommés, il y a également des réparations et même parfois des calculs à faire, notamment dans la Damawa, à l'ouest du pays. Est-ce qu'il y aura des surprises sur la gestion des 30? Je vais vous étonner, avant peut-être d'entrer dans cette arithmétique à caractère stratégique, en vous disant que contrairement à ce que je suis la plupart dire, notamment M. Bidima sur ce plateau, pour moi le vainqueur des sénatoriales c'est le SDF. Et je vais vous dire pourquoi c'est le SDF. Parce qu'en réalité, la politique n'est pas qu'une affaire de nombres, c'est aussi des symboles. Et ces symboles-là construisent effectivement la politique et donnent corps à la réalité. Et ici, en réalité, M. Bidima parlait du sud-ouest. Nous savons que dans la crise dite anglophone, là où se trouve le théâtre des mobilisations les plus violentes, ce n'est pas dans le sud-ouest, c'est notamment dans le nord-ouest. Et c'est justement en cette raison-là que le nord-ouest apparaissait comme étant le point névralgique de cette élection, puisqu'un peu partout ailleurs, on pouvait s'attendre au fait que les choses aillent comme d'habitude et qu'on voit la discipline du parti effectivement observée. Mais de ce côté-là, il y avait effectivement ce risque de doute et on a vu effectivement se mettre en route ce risque de doute. Maintenant, l'histoire politique du Cameroun, pour ce qui concerne la sélection du personnel gouvernant au niveau de notre pays, il nous a indiqué que avec le pouvoir actuel, les surprises ne sont pas assez nombreuses. Je ne vais pas citer des personnalités pour ne pas donner une impression qu'il y a une fixation sur des individus. Il y a des gens qui gèrent ce pays depuis avant ma naissance, notamment, moi je suis né en 1973. Vous allez vous rendre compte que ces gens-là, les noms n'ont pas beaucoup changé. Certains sont passés de la Sonnelle au Sénat. Il y a eu un jeu de chaises musicales. D'autres, à une époque, étaient secrétaires d'État en 1911. Ils sont devenus premiers ministres par la suite. Certains étaient déjà des députés au début des années 70. Aujourd'hui, ils sont présidents à l'Assemblée nationale. Si je me mets à compter, à énumérer, vous vous rendrez compte de cette continuité au niveau de l'identité du personnel gouvernant au niveau du Cameroun. Et vous vous rendrez également compte que l'esprit de base qui a prévalu au moment de la mise en route du Sénat, et il nous a semblé que c'était une affaire d'essayer de donner
la possibilité à quelques, vraiment je m'en excuse pour l'expression, à quelques personnes plus ou moins en difficulté avec leur santé pour arriver à se faire prendre en charge par l'argent du contribuable sans que on ait un problème à justifier sur le plan du roi. Et de mon point de vue, je n'attends pas véritablement un mouvement. On est rentré dans cette logique-là de prendre les mêmes et on recommence et l'on continue avec cela. Donc je n'imagine pas un seul moment qu'il y ait un mouvement. Quant à ce que j'achèverai par là, quant à ce que M. Bidima disait tout à l'heure, je n'ai jamais cru un seul moment que j'étais nigérian et que je suis camerounais, mais compte tenu des développements que je viens d'indiquer, je ne pense pas que durant le règne du régime actuel, qu'un moment, le nom de ma modeste personne puisse être l'un des noms qui se retrouvent. Si vous suivez mon nom un jour au journal de 17h, c'est sûrement pour annoncer mon décès. Donc ce sera sûrement pas pour toute autre chose. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Merci, cher monsieur, sur cette question. Certainement, il y aura beaucoup à redire la semaine prochaine, étant entendu que le Conseil constitutionnel devra vider complètement le contentieux et que les sénateurs soient installés dans leurs fonctions. On va peut-être, sans marquer une pause, prendre sans transition la seconde thématique consacrée à ce programme. On parle de la région du nord-ouest, du sud-ouest et également la région de l'extrême nord, le Cameroun, le gouvernement camerounais qui est donc pris entre deux feux. Comment est-ce que le gouvernement essaye de faire face aux difficultés des sécessionnistes d'une part et puis de la secte islamique Boko Haram? Je commence par vous, Cabral Libi. Cette semaine, on croyait qu'il y avait accalmie dans la partie septentrionale du pays avec notamment la secte islamique Boko Haram qui a frappé fort. On parle environ 5 à 6 de nos soldats qui sont tombés suite à une attaque de Boko Haram. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? D'abord avec beaucoup de surprise. Et je suis en réalité peiné de le dire quand je dis avec beaucoup de surprise. Parce que le fait que je sois surpris que Boko Haram sévit encore est en réalité un tort. Et pourquoi? Mais ça veut dire qu'on m'a fait croire une chose qui n'est pas vraie. Bon, j'ai dû faire confiance à certaines personnes qui m'ont donné une information. Ça renseigne surtout de la profondeur de la fracture qu'il y a sur notre nation. Je m'explique mieux. Je crois qu'une nation, c'est comme un corps humain. Quand l'orteil a mal, l'oreille doit partager la même douleur, et vice-versa. L'impression qu'on a, et pas seulement maintenant, c'est que quand ça se passe dans une partie du pays, dans les autres parties, c'est souvent vécu comme une affaire qui ne concerne que les autres. Et c'est parfois quand les flammes embrasent tellement au point qu'on commence à craindre que ça nous touche, qu'on se montre intéressé. Et je partage la peine, parce qu'en fait, c'est un ennemi extérieur, ce Boko Haram dont on parle. C'est subi, qu'on le veuille ou non, que cela ait des ramifications internes, que cela participe du califat imaginaire des djihadistes. Il se passe bien que nos compatriotes sont à la peine. Et je partage totalement leur douleur, et je ne peux qu'encourager les forces de l'ordre à se montrer davantage professionnels et encourager et demander à ceux qui les encadrent, à ces forces de l'ordre, de donner davantage de moyens, mais c'est des sujets plus délicats sur lesquels on reviendra ultérieurement. Mais je voudrais également m'adresser à mes compatriotes de tout le pays. Montrons-nous davantage solidaires de nos compatriotes de l'extrême nord. Et d'ailleurs, on parlera du sud-ouest ou du nord-ouest tout à l'heure. Parce qu'il y a un autre front dont vous ne parlez pas, M. Bouba. Lui, il n'a pas de flamme. Il ne se manifeste pas par des flammes et des explosions. C'est le front de l'indigence. C'est le front de la pauvreté. La partie septentrionale du Cameroun, dont on sait très bien que la situation économique a aussi été en partie
favorables à l'expansion de la poussée djihadiste continuent malheureusement à en souffrir et de façon criarde. Où sont les plans d'urgence de cette partie, annoncés, il me semble, très pompeusement par le ministre de la Communication? J'espère que vous avez lu le dernier rapport de l'Institut national de la statistique et que vous savez que le département le plus pauvre du Cameroun, c'est le Mayo-Tchanaga. Mais c'est également l'un des plus peuplés du Cameroun. J'espère que vous le savez. Tout à fait. J'espère que vous avez vu les images du Mayo-Tchanaga. L'eau que nos compatriotes boivent. Parfois, ils parcourent 5 km pour boire une potion que vous et moi, nous n'aurions même pas le courage, professeur Assira, de regarder pendant 10 secondes. Ça se passe au Cameroun. Et c'est une situation qui existe. Et quand ça va s'embraser davantage, quand ça va... Moi, je dis, je rends gloire à Dieu tout le temps quand je pense à Boko Haram, parce que si un seul instant, ces djihadistes avaient vendu le social, c'est-à-dire l'amélioration du quotidien des gens, je pense qu'ils auraient déjà enrôlé tout le monde dans cette partie. C'est parce qu'ils tuent bêtement les gens que finalement, on ne sait pas ce qu'ils veulent exactement. Donc moi, je voudrais lancer un appel. J'ai pris cet exemple du Mayo-Tchanaga, je pourrais vous en prendre un autre. J'aime bien cet exemple parce que ça fait quand même 310 000 habitants selon les chiffres officiels. Et il y a tout un port d'ailleurs, je crois, à Moura. Et vous savez très bien qu'à Moura, pour avoir, à Mokolo, je vais dire, pour trouver, je vous parle à vous parce que vous comprenez de quoi je parle. Pour avoir une goutte d'eau, c'est un problème. Moi, je pense que c'est un autre front. C'est bien de parler de Boko Haram, de ces agressions. Chaque fois, et nous le regrettons tous, qu'il y a un de nos compatriotes qui tombe. Mais attaquons-nous à l'autre front. Et puis dernière chose, et là on va encore m'accuser de faire de la polémique pour rien. J'ai posé cette question, ça fait plusieurs mois déjà. Nous avons nos compatriotes militaires qui sont au front. J'ai posé la question du sort des pupilles de la nation. C'est un vieux concept que nous devons d'ailleurs au président Ahidjo. J'ai posé une question simple. Nos compatriotes vous disent oui, 4, 5 sont tombés. Moi je pose la question parce que j'avais assisté, je pense Georges était là, à une cérémonie au Hilton, des veuves et des orphelins des soldats morts au front. Il y a d'ailleurs eu des reportages dont je parle, je prends tout le peuple à témoin. Il y a eu des reportages sur la situation sociale quotidienne des veuves et des orphelins des soldats qui meurent au front. Et on a tous été frappés par cette situation que je préfère ne pas détailler ici de peur qu'on m'accuse d'autre chose. Mais j'ai posé une question simple depuis. Pourquoi le texte? Parce qu'il y a un texte qui existe sur les pupilles de la patrie, c'est même pas pupilles de la nation, c'est les pupilles de la patrie. Pourquoi l'État, aujourd'hui, le régime de prise en charge des descendants des personnes qui meurent au front n'est pas connu? J'ai fait ma petite enquête. C'est à géométrie variable. À ceux-ci, on vous dit qu'on a donné tant. À ceux-là, on dit qu'on a donné tant. Selon qu'il était le frère ou l'ami de tant. Selon qu'il était dans les bonnes grâces d'un haut gradé ou pas. Je pense que dans un pays qui fait face à ce type d'agression externe, il faut créer des leviers de solidarité, des leviers de motivation, des leviers de patriotisme, et celui-là en fait partie. C'est vrai, j'ai demandé à haut gradé, il m'a répondu, ça existe dans des pays où on a fait la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Alors, professeur Claude Assira, sur le front du nord-ouest et du sud-ouest, donc la crise anglophone, le ministre Katangadi, lui, multiplie des actions. Il a, par exemple, demandé l'interdiction de la vente des armes, notamment dans le nord-ouest. Quel impact pour vous dans la lutte dans cette crise? Monsieur Pangomna, encore une fois, sur ce sujet-là, je vais d'abord vous indiquer mon embarras personnel, parce que la question terroriste est tellement compliquée, tellement complexe à expliquer que on ne pourrait pas, pour une fois, tout ramener à l'incurie gouvernementale qui, par ailleurs, n'est pas contestée. Dans beaucoup de pays, qu'ils soient développés ou pas, qu'ils soient occidentaux ou pas, quelle que soit la religion majoritaire qui y est pratiquée, le phénomène terroriste est aujourd'hui une réelle menace permanente. Est-ce que le Cameroun aurait pu y échapper? Je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle je vais préférer, à titre personnel, je vous ai parlé tout à l'heure de l'élégance républicaine, je vais préférer, compte tenu de l'urgence impérieuse dans laquelle nous nous trouvons tous aujourd'hui, faire un peu comme on a souvent l'habitude de le faire dans la plupart des démocraties, laisser le gouvernement en prise avec cette menace, cette réelle, et ne pas apporter, c'est pas tant qu'il n'y ait pas de choses à dire ou à redire,
Mais je pense que devant la menace, devant la gravité de la menace, devant l'intérêt, il vaut mieux s'incliner parfois et se solidariser avec ceux qui sont les acteurs sur le terrain. Et je pense que dès lors, je vais juste espérer que ces menaces que nous pouvons craindre de ci, de là puissent rapidement être maîtrisées et espérer que les dirigeants actuels qui sont en charge de ces questions, notamment M. Atangandji dont vous venez de parler, puissent être éclairés et prendre les mesures qui s'imposent. S'il en existait une seule, moi je pense que s'il y avait quelqu'un qui connaissait le remède, la solution absolue, nous avons vu de grandes démocraties qui sont des pays puissamment armés, être elles-mêmes totalement désarmées face à cette menace qui est une menace réelle. Espérons simplement que les actes qui sont pris par les uns et les autres vont être efficaces en l'espèce. C'est juste mon souhait républicain. Monsieur Bidima, interdire les motos de circuler, interdire la vente d'armes, est-ce que cela, selon vous, peut ramener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? D'abord, monsieur Bouba, je voulais m'étonner et m'interroger. Lorsque, c'est pour ça que je remercie Maître Assera, nous avons face à un phénomène aussi grave. Regardez, je ne sais pas si vous voyez ce qui circule dans les réseaux sociaux. Comment on égorge les gens. Comment on tue l'être humain aujourd'hui n'a plus de valeur. Monsieur West, je parle d'abord de l'extrême nord. Et que M. Cabral, avec tout ce qu'il peut avoir comme intelligence, se mette à vouloir justifier ça, je suis vraiment très surpris, excusez mon émotion. Alors, je voulais vous dire, M. Cabral, peut-être parce que vous n'avez pas de famille. Moi, j'ai un camarade de classe qui a été égorgé. Nous avons fréquenté ensemble. On fait la même émission. Alors, donc je dis, vous n'avez pas à justifier. Les problèmes de développement existent dans tous les pays. Les problèmes de développement existent partout. Monsieur Bidima. Excusez, vous êtes dans les une problèmes, mission parallèle. non, les problèmes de développement existent dans tous les pays. Aujourd'hui, je vous vois même définir à peu près comment ça passe au niveau de l'armée. Vous n'en savez rien en ce qui concerne les subventions qui sont accordées à tel ou tel. Je crois qu'il ne faut pas mettre l'huile dans le feu. Il faut encourager ceux qui luttent au quotidien pour ces menaces. L'acte de M. Atangandji est fort, est numérateur. Parce que c'est avec ces armes-là que ceux-là qui n'ont plus le sens de l'humain prennent les gens en otage. C'est avec ça qu'ils tuent. Alors aujourd'hui, comme Maître Sira disait, si quelqu'un a un remède pour débarrasser le Cameroun, parce que le Cameroun n'est pas seule victime de la situation que nous vivons aujourd'hui. L'autre jour, je crois hier, quelqu'un a pris la voiture en Allemagne, il a écrasé les gens. Regardez ce qui se passe en Syrie. Je crois que nous ne sommes pas faits, même aux États-Unis, où quelqu'un entre, il se met à tuer les gens. Donc nous sommes là dans une refondation de l'humanisme, même de l'humanité, de l'être humain. Nous ne pouvons pas donner du crédit à ceux qui assassinent. À quelque raison que ce soit, un pays ne s'arrête pas. Un pays est un construit permanent. Quel que soit ce que nous faisons aujourd'hui, même si vous devenez président de la République, vous n'allez pas construire tout le Cameroun en un jour. Ça va être permanent. Aujourd'hui, les indicateurs nous montrent quand même que de 1982, aujourd'hui, en 2018, il y a eu une évolution. Même s'il y a eu une évolution dans un certain secteur, il y a eu une évolution. Le Cameroun n'est pas statique, il n'est pas stable. Le Cameroun avance. Mais nous devons nous insurger contre tout ce qui se passe. Les menaces au nord-ouest, au sud-ouest, les mesures que le gouvernement est en train de prendre sont des mesures salutaires. Il faut encourager. Pourquoi? Parce que M. Bouba, de temps en temps, nous commençons à être totalement, comment je peux dire, incapables d'agir, de voir les autres souffrir. Aujourd'hui, nous qui sommes ici, nous avons la possibilité de boire, de manger. Aujourd'hui, à la sortie d'ici, nous allons prendre du bon vin. Mais alors, nous pensons à ceux qui, au sud-ouest ou au nord-ouest, dans certains villages, sont même maintenant incapables de sortir. Alors, je termine par là en disant, il n'y a pas de polémique à faire. Le terrorisme doit être combattu. Que ceux qui croient, qui vont imposer leurs idées, et c'est là où j'apprécie l'action du chef de l'État. J'encourage le président de la République à être plus ferme. Quand on sera ferme vis-à-vis du terrorisme, que ce soit Boko Haram, que ce soit ceux qui égorgent ou tuent au nord-ouest pour leurs raisons politiques, nous devons être fermes à dire non. Ce n'est pas la manière dont on
quoi gouverner le monde. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut changer les méthodes. Il ne faut pas encourager que nous soyons des hommes politiques aujourd'hui, que nous voulions gouverner demain après demain. Il faut dire que ce qui se passe aujourd'hui est intolérable. Et nous devons juste apporter des solutions qui peuvent nous permettre de pallier à cela. Et je dis, Maître Assira, pour une fois, je dis merci, parce que ce que vous avez dit est incroyablement bien. Okay. Tous les Camerounais doivent le dire, tous les Camerounais doivent chercher des solutions, tous les Camerounais doivent apporter leur appui au gouvernement pour que ce qui se passe ne se passe plus. Alors, une fois n'est pas coutume, merci à Maître Claude Assira de la part de M. Bedima. Alors, je veux qu'on reste un peu sur le mode opératoire des ambazoniens qui kidnappent et enlèvent des personnalités. Comment est-ce que vous analysez cela, professeur Claude Abbé? Oui, j'avais une impression d'avoir été kidnappé ici pour mars, quand j'ai suivi M. Bidima parler. Heureusement que vous êtes sur Terre. Oui, je me rassure que je suis sur Terre. On n'est pas sur Mars. Vincent, parce que j'avais une impression qu'il faisait une autre émission tout à l'heure. Je ne suis pas le défenseur de M. Libimer. Il lui fait un procès que moi je n'ai pas suivi. Je ne fais pas de procès. Il n'était pas en train de légitimer. J'ai dit que ce qu'il a dit, je remets ça en cause. Je ne connais pas un seul Camerounais qui puisse se mettre à applaudir devant cette agression barbare et sauvage qui montre les visages hideux de la décivilisation dans l'extrême nord du Cameroun. Je ne connais pas un seul. Surtout pas... là, je peux me permettre, cher Cabral, mon jeune frère Cabral, dont je connais, c'est amicalement et affectueusement que je le fais. Ce n'est pas par condescendance. Maintenant, pour ce qui concerne le mode opératoire de ce qu'il est convenu d'appeler les ambazoniens. De mon point de vue, il faut savoir qu'il y a une économie de la guerre. Il y a une économie du conflit. C'est-à-dire qu'il y a des gens, j'appelle souvent cela habituellement les vulnérocrates. C'est-à-dire des gens qui se nourrissent de la vulnérabilité des autres, qui pêchent dans des situations de conflictualité. C'est-à-dire que dans une situation de conflictualité, ils en font un fonds de commerce qui sont des sortes d'entrepreneurs de l'insécurité. C'est-à-dire que l'insécurité est leur fonds de commerce et à partir de ça, eux, ils peuvent faire de bonnes affaires. Ce qu'on voit se dérouler en termes de kidnapping, de mode opératoire et autres, ça nous indique 2 ou 3 choses. La première chose que cela montre, c'est que les déplacements des officiels, les déplacements des personnalités sont en réalité surveillés à la loupe. Et que cette surveillance à la loupe, ça ne peut pas être le fait d'individus qui sont tapis dans l'ombre. Ça veut dire qu'en réalité, ces gens ont suffisamment infiltré les réseaux officiels. Et qu'en infiltrant les réseaux officiels, ils ont la possibilité de savoir qui est en train de faire quel mouvement vers quel endroit et à quel moment opportun pour pouvoir frapper. La deuxième chose que ça indique, c'est qu'il y a de fortes complicités au sein de la population. Il y a une infrastructure, j'allais dire belliqueuse, de la conflictualité, mais il y a aussi une infrastructure, j'allais dire populaire, qui est moins belliqueuse en termes de prise des armes. Et ça démontre qu'il y a une connivence qui existe entre un certain nombre de populations. Je ne voudrais pas dire ici là que tout le monde qui se trouve dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest soit dans cette logique, mais qu'en réalité, il y a des segments sociaux entiers qui, d'une manière comme d'une autre, collaborent soit activement, soit passivement avec ces individus-là pour qu'ils puissent agir sans que nos forces de l'ordre et, si on peut le dire, de défense arrivent effectivement à réagir avec efficacité. Et ça montre également, c'est la troisième chose que je voudrais indiquer, que au fond, nous avons jusqu'ici, tout en respectant le travail qui est fait par nos forces de défense et de l'ordre, et en les félicitant pour ce travail qui consiste à gérer l'intégrité de notre territoire et à donner leur vie telle qu'on le voit au quotidien
comme ils le font pour nous démontrer qu'on est en face d'une armée qui peut également être une armée citoyenne, qui n'est pas uniquement là pour frapper sur des gens qui revendiquent leurs droits. Quand c'est bien fait, il faut pouvoir le dire que c'est effectivement bien fait à ce niveau-là. Ça nous indique également que ces forces de défense-là, aujourd'hui, sont peut-être rendues vulnérables, d'une certaine manière. Rendues vulnérables par la manière dont le politique gère, peut-être, adresse cette question-là. Il me semble, je ne le dirai jamais assez, que les solutions jusqu'ici mises en œuvre se sont avérées des solutions qui, de mon point de vue, apportent très peu de solutions, qui apportent très peu de résultats. Et de mon point de vue, il faut peut-être le changer. Et j'en fais une proposition à ce niveau-là. Il faut peut-être le changer en allant aujourd'hui au cœur même des tréfonds de la société. Ça, je ne sais pas ce que ça coûterait aujourd'hui au pouvoir public de recourir à un certain nombre de personnalités qui ont une certaine reconnaissance sur le plan social, politique, économique, qui ne serait pas nécessairement au 17h, qui ne serait non pas nécessairement au 17h, pas nécessairement au 17h, mais pas nécessairement au 17h, mais en essayant de tirer profit du capital sympathique et du capital confiance que ces individus ont, pour qu'aujourd'hui on puisse aller parler avec nos frères à partir du ras du sol. Je vous prendrai un exemple fort simple. Le mouvement associatif et tontinier dans ces espaces-là est très très développé dans les zones dites anglophones. Et je suis certain qu'en passant par ces associations, on peut arriver beaucoup plus facilement à toucher le cœur des populations, à toucher beaucoup plus les individus pour arriver à les faire prendre conscience en face de la situation dramatique que connaît notre pays aujourd'hui. De toutes les façons, moi, je le dis au cas où les gouvernants y pensaient, je pense que mon capital sympathique peut être mis à profit pour effectivement le faire. Puisque moi, je l'ai vécu. Cet an dernier, je suis allé dans ces zones-là et je puis vous dire que je m'en vais manger mon poisson de la braise en pleine route, en plein Boya ou en plein Bamenda, sans que j'ai aucun problème. Et d'ailleurs, même avec beaucoup de sympathie d'un certain nombre d'individus qui me découvrent dans le noir, en disant, mais professeur, on attendait même peut-être que dans un certain nombre de ces groupes d'individus qui viennent par ici, qu'on ait un certain nombre d'individus tels que vous, qui peuvent nous parler et qui peuvent nous comprendre pour qu'on puisse voir les mesures. Donc, de mon point de vue, ça se pose avec acuité. Il faut mettre tous les Camerounais qui peuvent apporter quelque chose à profit pour qu'on puisse résoudre le plus rapidement cette question. Alors, Georges-Alain Boyomo, tout à l'heure, le professeur parlait des personnalités. Cette semaine, l'une des personnalités, et pas des moindres, le cardinal Toumi, a été donc à une réunion initiée par les États-Unis et d'autres acteurs, tels que l'avocat Agbongbala. Alors, pour vous, c'est ce genre d'initiative qu'il faut multiplier pour sortir de la crise anglophone? Alors, peut-être il faut d'abord faire observer que le ressenti populaire par rapport à la guerre contre Boko Haram et à la guerre contre les Ambazoniens, il y a quand même une géométrie variable. Et je pense que Cabral est d'accord avec moi que la solidarité du peuple n'a jamais manqué par rapport à l'extrême nord. Elle s'est exprimée, elle s'exprime encore. Mais dans la partie anglophone, on a le sentiment que le front n'est pas uni. Il n'est pas uni, pourquoi? Parce que beaucoup pensent que les Camerounais s'entretuent inutilement entre eux, alors que la solution aurait été trouvée au bout du dialogue. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'une initiative. On attend ce dialogue depuis. C'est vrai, et là, Claude avait l'a souligné. Il faut agir sans faiblesse contre ceux qui ont pris les armes contre la République, c'est-à-dire ces Ambazoniens. On a quand même vu des déclarations terribles sur une chaîne française où quelqu'un disait qu'il est prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême pour créer l'Ambazonie. Là, c'était clair que la quasi-totalité des Camerounais ont fait front contre ces ennemis de la République. Maintenant, on se dit qu'après avoir décapité le gouvernement de l'Ambazonie, on s'assied enfin autour d'une table avec les différents profils qui ont été indiqués par Claude Abbé, mais
que voit-on? On a le sentiment que la situation a été récupérée par les faucons des deux camps. Et il y a des morts tous les jours, des personnes civiles, des gendarmes, des soldats. C'est ça le problème. Et on est quand même surpris que l'initiative vienne d'un pays étranger. Les États-Unis qui choisissent de réunir, qui ont pris l'initiative, c'est une bonne initiative certainement, mais est-ce que ça soit l'initiative d'un pays étranger surprend? On a peut-être vu des personnalités qui répondent un peu au profil indiqué tout à l'heure, Grégoire Wona, Agbon Congo, le cardinal Toumi, Maximilien Gombe, etc. Il y a eu un certain nombre de recommandations, c'est bien. Moi, je pense que toutes les initiatives sont bonnes pour solutionner ces crises, mais on aurait attendu, parce que moi, je continue de penser que l'homme providentiel dans cette affaire, c'est le président de la République, c'est pas le ministre Tangandji qui a, certes, c'est de bons réseaux de renseignement, qui connaît bien la situation, mais qui a également contre lui le fait qu'il soit considéré comme l'une des personnes qui ont jeté de l'huile sur le feu de la crise anglophone. Et donc, et curieusement, bon, il avait souvent dit qu'il n'y a pas de problème anglophone, mais je constate simplement qu'il est le premier bénéficiaire de la prise en compte du problème anglophone. Donc s'il y a un problème, c'est bien, il y a eu des recommandations qui, je pense, et là encore, même s'il y avait dialogue, souvent c'est la prise en compte, la mise en application des recommandations qui pose problème. Il y a eu des recommandations qui ont déjà été faites. Libérer tous les prisonniers. Et il y en a encore, des prisonniers de la mobilisation anglophone, les manches au BBC et autres, sont encore en prison. Je pense que c'est l'une des situations qui entretient ce conflit. Sur la recommandation relative à Ayoub Tab et autres, où on dit, bon, ils doivent, mettre assez à un moment donné, se constituer dans le collège d'avocats de ces ambazoniens. Je ne sais pas, peut-être il est mieux placé pour dire comment ça s'était passé. L'une des recommandations, c'est que les avocats puissent avoir accès à ces ambazoniens et puis peut-être envisager l'amnistie. Moi, je dis, sur le plan de l'amnistie, je pense que cette amnistie n'est pas encore envisageable parce que ces gens ont quand même de leur fait ou bien par leur maladresse entraîné la mort de beaucoup de Camerounais. Donc, pour moi, cette affaire d'amnistie n'est pas encore à l'ordre du jour. Il faut peut-être qu'ils aient accès à leur avocat parce qu'ils sont des justiciables. Maintenant, l'initiative des États-Unis n'est pas exclusive. Il faut que le président de la République lui-même prenne le taureau, organise ce dialogue d'une manière ou d'une autre et que les choses puissent avancer. Maître Claude Assira, si les personnalités dites ambazoniennes n'ont pas droit peut-être à l'amnistie, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accès à leur conseil, leur avocat? Non, personne n'a dit qu'elles n'auraient pas accès à l'amnistie. L'amnistie peut être le fait du Parlement ou éventuellement le fait du gouvernement et plus particulièrement l'initiative du président de la République qui saisirait éventuellement le Parlement pour pouvoir obtenir une loi d'amnistie qui peut concerner à la fois des personnes ou des actes. Donc c'est le choix de la volonté nationale de se dire, pour nous, nous avons envie de regarder devant et d'effacer ce qui a pu éventuellement écorner le passé pour nous permettre d'être plus solidaires et d'avancer. Donc il n'y a rien, a priori, qui puisse exclure ni des individus, ni des actes, si ce n'est que le fait unique de la volonté du peuple camerounais. Et par conséquent, moi, si vous me demandiez mon avis sur ce terrain-là, moi j'aurais tendance à vous dire, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, que ce soit en Ambazonie ou ailleurs, chaque fois que vous avez une infraction pénale, il est important que un jugement puisse intervenir. L'amnistie peut arriver après coup, mais le peuple a besoin de savoir ce qui s'est passé, qu'on puisse comprendre pour non seulement faire cette sorte de catharsis. Oui, tout à fait, exact. Ouais. Mais en même temps, conciliation. Tout à fait, voilà. Je pense qu'un procès est indispensable dans tous les cas. Et n'oubliez pas que vous avez une dimension pédagogique dans un procès pour non seulement juger ce qui s'est passé, mais éviter également que cela ne se reproduise par la suite. Donc, on ne peut pas faire l'économie, de mon point de vue, d'un procès qui, évidemment, conserverait la possibilité d'une amnistie pour pouvoir continuer. C'est vrai pour ces crimes-là, c'est vrai pour d'autres. Je pense au grand embrouillamini dans lequel on est, s'agissant de l'opération Épervier sur laquelle vous nous avez interrogé au départ. Je pense que rien n'empêche que les deux situations puissent être combinées, à la fois un procès, mais après, par la suite, le pardon. L'amnistie, c'est le pardon général. Maintenant, une fois qu'on a dit ça,
Vous posez la question de la justice, du fonctionnement global de la justice d'une façon générale et plus particulièrement vu sous l'angle des Amazoniens. Et là, je crois qu'il n'y a personne de sérieux autour de cette table qui pourrait vous dire que la justice fonctionne très bien déjà en temps normal pour les individus ordinaires qui demandent des choses normales de la vie de tous les jours. A fortiori, dans un débat comme celui-là, qui est un débat dans lequel se mêlent tout à la fois des revendications à caractère politique, des crimes de nature violente, la prise en compte de l'État dans son existence, la négation parfois de l'humanité, parce que quand vous voyez les crimes qui sont souvent réalisés, la preuve c'est que, aussi curieux que ça puisse paraître, 60 jours après leur interpellation et leur mise au secret, personne, la communauté nationale, ne s'inquiète absolument pas de savoir quels peuvent être les droits qui ont pu être réservés à ces personnes et quels peuvent être, quel est l'avenir judiciaire de ces personnes dont on nous a annoncé qu'elles ont été remises à la justice. Elles sont entre les mains de la justice. Pire encore, les professionnels du droit, même ceux qui ont souvent l'habitude de venir sur vos plateaux pour fustiger l'action et l'inaction coupable du gouvernement, Dieu sait qu'il y en a, je n'ai pas vu beaucoup de personnes qui exigent rien moins que la mise en œuvre concrète des droits qui sont reconnus à toutes les personnes, quel que Georges Alain dessus, moi j'aurais la possibilité de les défendre, je les défendrai, ça ne remet absolument pas en cause l'amour que je peux avoir pour mon pays. Je le dis souvent que sur ce terrain, j'aimerais bien voir qui viendra me donner des leçons de patriotisme. Moi, je suis revenu dans ce pays, rien ne m'y obligeait, mais ils ont tous envie de partir d'ici pour aller à l'étranger. Donc, je suis revenu dans ce pays pour manifester mon adhésion à ce pays, à son histoire et à son amour. Donc, sur ce terrain-là, il n'y a personne, aucun de ceux que vous entendez souvent parler, qui viendra me donner une leçon de patriotisme de mon pays. Pourtant, je défendrai bien ces personnes, parce que c'est ainsi que le pays a été construit. Il est assis sur un certain nombre d'éléments. Le droit, c'est la base de tout. C'est à partir du droit qu'on construit tout, qu'on construit la paix. C'est à partir du droit également et la justice qu'on refait éventuellement les blessures lorsqu'elles ont eu lieu. Et là, en l'occurrence, s'agissant de ces personnes, la volonté législative, la volonté nationale, nous, tous ici sur cette table, par la mise en place du Code de procédure pénale, par la mise en place ultérieure, 7 ans après, de la loi sur le terrorisme en 2014, fin 2014, j'aurais même pu dire 2015, c'est-à-dire il y a à peu près 2 ans et demi, aucun d'entre nous n'a décidé que ceux qui sont poursuivis pour terrorisme ne pouvaient pas voir leur avocat, n'avaient pas le droit d'être en contact avec leur famille, n'avaient pas le droit d'être présentés, qu'on leur dise exactement ce dont ils sont poursuivis, avec les preuves pour cela. Donc au nom de cela, du droit qui est le même pour tous et par tout temps, j'aurais maintenu ma revendication à ce que ces personnes puissent rentrer dans le circuit normal du droit et de la justice. Monsieur Bidima d'abord, ensuite Cabral Libye. Pour vous, pas de pardon, pas d'amnistie pour ceux qui égorgent, tuent nos compatriotes, et même ceux-là n'ont pas de droit, ils ne doivent pas être en contact avec leur conseil. C'est ça votre logique? Non, c'est pas ça la logique, parce qu'il faut redéfinir la situation. Je ne suis pas juriste. Je crois que Maître Assir nous a déjà donné les canons qui vont d'abord du jugement, en procès, et puis éventuellement, plus tard, le pardon qui peut intervenir, parce que le pardon, c'est ça aussi qui construit l'humanité. Et ça, il nous a dit, je crois que même M. Cabral l'a dit, ça peut être le président de la République, ça peut être l'Assemblée, ça peut être même les Camerounais. Parce que là, il faut revisiter cela. C'est pour cela que j'étais frappé, parce que nous avons encore des personnalités, comme le professeur le disait, lors des obsèques de Froland et Togaili, j'ai suivi des témoignages qui étaient incroyables. J'ai suivi le témoignage du général Pierre Semongue, qui a refait le parcours scolaire, que ce soit du président Biya, de lui-même et de certains d'entre eux, et l'amour qui les guidait de revenir dans ce pays, comme le disait Maître Assira. J'ai suivi l'intervention incroyable. Assira, hein? Assira, excusez. J'ai suivi l'intervention du sénateur Abana Motogo avec un français, avec une maîtrise de la langue de Molière incroyable. Mais quand vous voyez ces personnalités, quand vous voyez ces gens qui ont tellement une culture, qui ont aimé leur pays, qui ont travaillé pour l'amour de leur pays, on s'est dit, non, on peut faire appel à tout le monde. Donc,
Et je conclue en disant que non, le pardon devrait. Mais moi, je parle de la situation actuelle. C'est une situation douloureuse où je ne crois pas qu'un de nous, ici, sur ce plateau, puisse dire qu'on accorde du crédit à ceux qui nous mettent en danger. Parce que tous les jours, désormais, moi avec, vous savez, il y a un processus qui commence à prendre des pieds à Yaoundé, c'est-à-dire l'enlèvement des petits-enfants. Moi, j'en ai qui partent dans les écoles. Quand vous vivez avec ce terrorisme-là, cette histoire de savoir que vous-même, vous pouvez être attaqué, vous ne pouvez donc pas accorder du crédit. Tout le monde appelle, je serais d'accord, qu'on appelle les uns les autres. Et moi aussi, je vais dire, si les États-Unis interviennent, c'est bien. Parce que quand nous voyons la guerre en Syrie, même les Nations Unies interviennent. Mais ici, il ne faut pas seulement attendre les interventions du gouvernement. Les uns et les autres peuvent s'organiser pour discuter de cette crise, pour dire voilà les solutions. Avec quelle légitimité? Voilà les solutions. Non, la légitimité est telle qu'il y a des associations, etc. Alors, mais je conclue en disant qu'aujourd'hui, nous devons juger la situation actuelle, M. Bouba. Cette situation est intolérable. Mais maintenant, quand la justice sera dite, la loi, maintenant, les autres mécanismes, et le président Biya a toujours été un humaniste. La preuve, il a fait sortir certains d'entre eux. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il continue à le faire. Donc je dis, restons proportionnels, restons réservés par rapport à ce qui adviendrait, mais aujourd'hui condamnons la situation qui se passe actuellement. Alors, Cabral Libye, ce n'est pas pour prendre votre défense, je voulais repréciser votre pensée. Vous n'êtes pas contre le terrorisme, encore moins pour les sécessionnistes. Vous avez fustigé pour le terrorisme, et vous avez fustigé plutôt un autre fléau dans la région de l'extrême nord, l'indigence. Donc, je sais peut-être que vous allez dire un ou deux mots sur cette question, mais moi je voulais quand même que vous nous apportez un peu votre contribution sur les deux fronts, le Cameroun et sur ces deux fronts. Est-ce que c'est évident pour le Cameroun sur le plan financier et même sur d'autres aspects de pouvoir s'en sortir? C'est pas évident, et je voudrais vous rassurer, vous avez précisé ma pensée. Je crois que ceux qui nous regardent sont ceux qui sont autour de ce plateau en dehors de M. Bidima, donc ils savent distinguer, ils savent écouter, et distinguer le bon sens du mauvais. D'ailleurs, j'ai envie de dire, j'ai pu entendre qu'il est candidat aux députations. Ben, si c'est comme ça que vous allez être candidat ou député, en ne jugeant qu'actuellement, en ne jugeant que les situations actuelles pour résoudre des problèmes de fond, j'ai envie de vous dire d'en apprendre davantage de Paul Biamef. Ça, c'est vos histoires de RDPC. Ils se choisissent des députés plus brillants que vous et parfois un peu moins. Non. Mais... Ne vous fâchez pas, cher petit frère. Nous sommes dans le débat. On s'est dit bien. Écoutez, on peut remettre en cause ce que vous dites très poliment. Je me fâche. Bon, ben, Bidima, dans le RDPC, il y a des gens très brillants. Je ne peux pas m'honorer de dire que je suis l'un des plus brillants, mais je peux m'honorer de dire que je suis l'un des plus grands militants de ce parti. D'accord, merci pour la précision. Cabral, terminé. Non, je voulais dire que je concède volontiers à notre système gouvernant son mépris et sa condescendance vis-à-vis de la fraîcheur, de l'intelligence, de l'impétuosité de la jeunesse, comme on peut le voir avec petit frère tout le temps. Mais au moins qu'il ne manque pas d'intelligence comme cela en allant vers ceux qui peuvent les aider. Et c'est ce que le professeur Abbé disait tout à l'heure. C'est qu'il est quand même frustrant de voir que la leçon nous vient des États-Unis. Que ce soit les États-Unis qui prennent l'initiative de réunir Toumi, Agbobala, Grégoire Ouna et tout le reste. Je me demande même, enfin j'ai vu une photo circuler d'ailleurs, un peu comme à son habitude, il était tout souriant, M. Grégoire Ouna, mais en réalité il devrait en être honteux. Parce que eux, ils ont fait tout l'inverse. Les interlocuteurs qu'ils avaient, ils les ont jetés en prison. Ils s'en sont privés. Parce qu'autant nous sommes tous d'accord, et je peux comprendre que certains n'aient pas l'intelligence de le comprendre, que nous condamnons tous les dérives armées, militaires et tout ce qu'on veut. Autant ceux qui ont encore, notamment autour de ce plateau, un minimum de lucidité, savent que là, nous condamnons les conséquences de l'inconséquence. Et là, je suis très sérieux quand je le dis. Parce que les petites manipulations médiatiques et autres de quelques individus goguenards font penser que parce qu'on entend du bruit, des armes, ça veut dire que la situation est telle qu'il suffit d'envoyer des militaires terrasser tout le monde et puis on revient au calme. Non. Avant les ambazoniens, il y a eu une crise anglophone qui a commencé par des revendications corporatistes.
Il faut le rappeler à chaque fois. Des personnes qu'on a réprimées violemment, inutilement, qu'on a incarcérées inutilement. Maître Assira les a défendus. Je me rappelle, on s'est rencontrés sur des plateaux de télé, il parlait de ça. Il faut savoir tirer les conséquences. Et la première, et c'est ce que le prof Abbé disait, c'est qu'il faut que nos gouvernants comprennent qu'eux-mêmes, en réalité, en tant qu'individus, sont rejetés. Et qu'il faut peut-être, simplement par intelligence politique, se laisser substituer par des personnes un peu plus crédibles qui pourraient, et vous l'avez dit prof, personne n'a la solution miracle. On est aujourd'hui dans une impasse, telle que même s'il n'y a plus de crépitement des armes, la paix n'est pas revenue. Et c'est peut-être ce message justement qui est venu du SDF, notamment. C'est-à-dire que prenons cette affaire beaucoup plus au sérieux, c'est-à-dire les petites annonces sur les motos qui ne circulent plus le matin ou la nuit, et je ne sais trop quoi. Déjà la vente des armes, ça ne se vendait pas comme des faux médicaments. Mais je veux dire, et ces armes, il faut savoir d'où elles viennent. Encore, j'ai cru entendre qu'il y a des défections et tout ça. Bon bref, c'est des sujets délicats. Donc on a une petite idée parfois d'où ça vient. Donc je veux dire que c'est une situation qui est suffisamment profonde. Et là encore, il y avait des idées reçues du genre, les Camerounais ne peuvent pas se mettre ensemble, et c'est Georges qui le rappelait tout à l'heure, pour mener... Mais oui, mais je veux bien qu'on dise les anglophones. Je vous rappelle que là-dedans, il y a les Widikoum, les Anyang, les Bayangé, les Bakweri et autres, et même des Bassa, et qui, pour une fois sur cette affaire, sont en train de se montrer solidaires. Et c'est pour ça que moi, je formule toujours une proposition. Je dis, soyons... On sort par là. Soyons minimalement sérieux sur cette affaire. Et là, je ne tolérerai plus les petits dérapages de mon voisin de gauche. Soyons un minimum sérieux sur cette affaire. Ah oui, je vous les ai concédés et ça suffit comme ça. Soyons un minimum sérieux. Après, vous pouvez arriver, mais moi, je ne ris plus. Quand je parle de mon pays, soyons minimalement sérieux sur cette question-là. Et c'est un problème politique. Réglons-le politiquement. Il s'agit, encore une fois de plus, de la forme de l'État. Je ne vois pas pourquoi l'ouverture d'un dialogue aujourd'hui sur la forme de l'État, qui irait même dans le sens de donner simplement une suite à la Constitution de 96. Je rappelle que c'est depuis 1974, décembre 1974, que nous avons des communes. La décentralisation est née au Cameroun en 1974. En revanche, la régionalisation, elle est née en 96. Et le débat de l'autonomisation des régions, donnons-y une suite enfin. Autonomisons les régions du nord-ouest, du sud-ouest, du centre, du sud, de l'est. On sortira de cette affaire. Moi, ça m'agace tout le temps qu'on revienne. Et qu'on mette en relief simplement les crépitements des armes. Les ambazoniers ont fait ceci, ont fait cela. Il y a un problème de fond. Réglons-le. Merci, Cabral Libi. On termine par vous. Je voulais dire une ou deux choses. À la suite des propos de M. Bidima. On n'a plus beaucoup de temps. Qui a sûrement, en une minute maximum. Oui, il a sûrement bien saisi le problème, mais la solution qu'il est en train de proposer, à savoir que tous les Camerounais peuvent se saisir du problème et le faire. Il y a un risque qui existe à l'intérieur. C'est qu'à un moment donné, on vous dise que vous êtes devenus des terroristes ou des gens qui sont à la solde des insurgés. Et donc, de mon point de vue, il y a une conditionnalité pour que les gens se mettent là-dedans. Notre pays, le sang coule. Le pays saigne. La patrie est en danger. De mon point de vue, aujourd'hui, plus que jamais, que votre parti soit effectivement qui est un parti qui est au pouvoir, que votre parti mérite effectivement le substantif de rassemblement. Rassembler tous les individus, toutes les forces qui peuvent être utiles aujourd'hui pour proposer des solutions, pour arriver à résoudre cette crise. Moi, je ne veux pas aller chercher qui est derrière. On dit tantôt tel était avec Sissoko, a donné de l'argent, n'a pas donné de l'argent. Ça, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Je voudrais juste savoir comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que, de ce côté-là, la calmie revienne, que l'on arrive à une pacification des rapports sociaux et politiques, et que notre pays, nos problèmes que nous avons, qu'on essaye de les adresser. Les véritables problèmes du Cameroun, c'est-à-dire en dehors de ces tensions intercommunautaires et tout le reste, ou ethno-nationalistes, et qu'on revienne aux véritables problèmes. Aujourd'hui, on ne parle plus des problèmes de développement, on ne parle plus des problèmes d'indigence, on ne parle plus. La scène est occupée magistralement depuis pratiquement 2 ans, uniquement par la question anglophone. Voilà, on oublie, et j'en finirai par là, on oublie que, contrairement à ce que disait M. Bidima, que nous partirons d'ici pour aller manger et boire du bon vin. Moi, ma vie est une vie dont les conditions m'ont transformé en un ramadan
permanent. Et donc, vous serez sûrement seul à boire vos vins et à manger. Je ne suis pas sûr que ce soit la même chose chez moi. Ok, en 30 secondes, maître Claude Assira et puis Georges-Alain Boyebo. Moi aussi, je voulais juste terminer sur une note, j'espère, qui va être positive, même si je pense on s'est parfois beaucoup trompé sur la crise anglophone. Je ne prétends pas en avoir une connaissance, mais pour avoir travaillé parfois au plus près des personnes qui avaient été incarcérées, on a tous pu constater que leur neutralisation n'a pas empêché la crise de se poursuivre sur le terrain. Parce que je crois qu'elle est beaucoup plus profonde que ça. Et je pense que ce que dit le professeur Abbé, qui consiste à mettre un certain nombre de personnes de la société civile sur la base de sympathie, ne serait même pas suffisant. Parce qu'ils vont vous rencontrer, vous échanger avec eux, ils vont vous dire, voilà, vous êtes très sympathique, ils vous aiment bien, vous allez manger ensemble. Mais le problème, je pense, il y a une accumulation de tellement de frustration depuis les sorties d'indépendance qu'aujourd'hui, je crains que ce ne soit pas vraiment suffisant. La commission qui a été mise en place également, on n'en parle plus beaucoup parce qu'elle a vraiment très très peu d'efficacité. En revanche, on a mis en place un ministère de la décentralisation. Il faut lire le texte. Moi, j'ai hâte que ce ministère puisse véritablement servir à quelque chose. Je suis convaincu que la prise en compte du problème anglophone par des élites élues par les anglophones va permettre, de mon point de vue, je ne pense pas que ce soit la panacée qui d'un coup de baguette magique va tout régler, mais au moins pour moi, c'est peut-être à partir de maintenant qu'on a commencé à poser les véritables clés de solution. Bon, comme il n'y a plus de temps, je ne veux pas jouer les rabat-joie vis-à-vis de Maître Assira. Je pense qu'on n'a pas besoin de tout un ministère pour résoudre le problème de décentralisation. Il y a un Conseil national de la décentralisation qui a mis tout le matériau à la disposition du chef de l'État et ce conseil est présidé par le Premier ministre. Donc si on veut passer à l'action, on n'a pas besoin de construire d'abord tout un ministère. Ça c'est la première chose. Mais je pense de manière globale, à une exception peut-être près, nous vivons des crises de justice sociale ou alors d'injustice sociale. Parce que dans l'extrême nord, il y a eu un côté où la crise a été subie par le Cameroun, mais il y a également une crise de développement. Et comme disait quelqu'un, il n'y a pas de sécurité sans développement, il n'y a pas de développement sans sécurité. La même chose dans les régions anglophones, où des gens estiment qu'ils ne bénéficient pas, comme d'autres peut-être, de la richesse nationale. Ça aurait pu être fait par le levier qui est celui de la décentralisation, où la répartition de la richesse nationale sera à peu près équitable. Ce n'est pas fait. Donc pour moi, nous sommes en but à une crise de la justice ou de l'injustice sociale. 10 secondes, M. Bitima. Oui, 10 secondes, je voulais d'abord présenter, dire que j'ai le respect avec tout ce qui débat ici. On a pris beaucoup de temps. Je voulais dire, je reprécise ma pensée. Très rapidement. Je dis, les autres problèmes, le Cameroun a beaucoup de problèmes, ces problèmes-là, nous avons les canaux pour les débattre. Mais on ne peut pas justifier ce problème par le terrorisme. Personne le terrorisme doit être condamné. Alors il ne faut pas faire la fusion des sujets. Le sujet du terrorisme doit être débattu. Le sujet du terrorisme doit être combattu. Mais maintenant, le sujet du développement, en ce qui concerne le développement, je suis d'avis qu'on peut même prendre tout un débat pour voir comment faire pour faire revivre les Camerounais d'une manière sujet après sujet, problème social et tous les autres problèmes. Mais que le problème du terrorisme, unanimement, qu'on dise ce qui se passe, doit s'arrêter. Ok, merci à Cabral Libye avec ce collier, ce pendentif d'un prince. M. Marcel Ndié. M. Marcel Ndié d'une Tui. On croirait avoir il est très symbolique. Voilà. On croirait avoir affaire à un prince Yoruba sur ce plateau. Vous êtes tout beau dans votre tenue. Merci également, M. Bitima. Merci, professeur Claude Abbé. Merci, professeur Claude Assira. Georges-Alain Boyomon, merci. C'est terminé. Demandez le programme. Programme Canal 2 international. Juste derrière, c'est la République diambolaise qui prendra les commandes. Et surtout, n'oubliez pas le rendez-vous avec la reine à 20h30. Rodrigue Tonguer reçoit dans l'arène Hilaire Kamga, un expert en questions électorales. Madame, Monsieur, il me reste qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée à regarder les programmes de Canal 2 International. La rediffusion de ce programme, c'est lundi, quand il sera 23h. D'ici à là, bien le bonjour.